Nous appelons maintenant Madame Véronique Blatière de Montpellier, qui, comme Monsieur Guyot, exerce en privé et comme praticienne hospitalière à Montpellier. Elle va nous parler du traitement du rhinophyma dans la suite de ce qu'a décrit Monsieur Guyot, lame froide et dermoabrasion par laser. Madame Blatière, vous avez la parole si l'appareil est prêt. Tout réglé, merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, je suis très heureuse d'être ici pour vous parler de notre prise en charge en chirurgie dermatologique du rhinophyma. Ce sera un duo et non pas un duel Bordeaux-Montpellier. Et nous allons commencer, si la diapositive veut bien passer, par Montpellier. Vous avez l'ancienne faculté, en bas à droite la nouvelle et la clinique où je pratique. Par définition, un rhinophyma, c'est une déformation nasale progressive due à une hyperplasie des glandes sébacées et qui va évoluer avec le temps à cause d'une fibrose qui va s'installer. Wetzig et collaborateurs ont décrit un index de sévérité qui, avec un score de 1 pour un épaississement cutané léger au début du rhinophyma, de 2 pour quand l'épaississement est modéré. Le score devient 3 quand l'épaississement est plus important, avec des formations, vous le voyez, de lobules en surface. 4 lorsqu'il y a des lobules et des fissures. À ces 4 stades, on peut ajouter un point, au maximum un point, quand il y a une asymétrie, des kystes ou des vaisseaux. Et le score de 6 est réservé au rhinophyma géant, que vous voyez. Pour la pathogénie, il s'agit en fait d'une pathologie de l'homme âgé caucasien. Il y a très peu de cas de rhinophyma sur la peau noire ou asiatique. C'est vraiment une pathologie de l'homme. Le ratio homme-femme est de 5 à 30 pour 1. Et sur le plan pathogénique, c'est un stade ultime d'une pathologie que nous connaissons bien en dermatologie, qui est la rosacée. Il y a quelques cas de rhinophyma de novo. Le rôle de l'alcoolisme avec le rhinophyma a fait l'objet de nombreuses controverses pendant des années. Et actuellement, grâce à une étude récente strasbourgeoise conduite par Bernard Cribier, il y a une relation prouvée entre alcool et rhinophyma. Et il y a même une corrélation entre la quantité d'alcool ingéré et la sévérité de l'affection. Je souhaiterais insister sur le retentissement esthétique et la souffrance qu'éprouvent ces patients avec un gros impact sur leur qualité de vie. Il y a une perte de l'estime de soi et ceci pourrait être expliqué par l'importance de la représentation psychique du nez chez l'individu. Et vous avez la publication que j'ai citée. Bien entendu, le poids de ce tissu hypertrophié va peser sur les ailes narinaires et va pouvoir avoir un retentissement fonctionnel respiratoire par obstruction des voies aériennes. Et enfin, il ne faut pas méconnaître l'association possible à des cancers cutanés qui vont être très difficiles quelquefois à visualiser et à diagnostiquer au sein de ce tissu particulièrement hypertrophié et modifié. Alors, contrairement à la rosacée, il n'y a aucune efficacité des traitements médicamenteux dans le rhinophyma. C'est donc vers les techniques interventionnelles qu'il va falloir orienter le patient. Ces techniques sont multiples et jusqu'alors, il n'y a aucune technique qui a fait sa preuve d'une supériorité. La chirurgie, je vous parlerai plus tard de la décortication, mais certains confrères retirent le tissu pathologique comme une tumeur cutanée et font une reconstruction classique par lambeau ou greffe de peau totale. Et je vous ai cité une publication où l'équipe avait reconstruit par greffe de peau totale.
Patrick Guillot va vous faire part de son expérience du traitement par laser CO2 et je vous ai cité l'étude qui est sous presse qu'a conduite son équipe bordelaise. La radiofréquence me semble une technique intéressante, mais là encore c'est un matériel un peu cher et peut-être que c'est intéressant dans les formes plutôt modérées d'urinophyma. Enfin, la cryochirurgie est en perte de vitesse, peut-être due à l'acromie séquelaire. Quelle que soit la technique que l'on va proposer à ces patients, il va falloir le prévenir de la tendance à la récurrence. Et nous avons vu que l'index de sévérité est corrélé au risque de récurrence. Donc, dans la décortication suivie de dermabrasion, eh bien, on va retirer le tissu pathologique, le FIMA. On va tenter de retrouver les contours naturels qui ont été perdus et les sous-unités esthétiques nasales, à savoir les ailes narinaires, les bords libres, la columelle et la pointe. Tout cela en respectant, et c'est très important, les unités pilosébacées qui sont un gage de cicatrisation. Le type d'anesthésie que je préfère est une sédation légère associée à l'anesthésie locale tumescente. J'avais eu l'occasion de vous en parler lors d'une précédente communication. On injecte, et vous le voyez sur les diapositives, environ 100 à 150 cc de la préparation qui est citée, ce qui va créer un plan dur qui va permettre une bonne accroche et un glissement de la lame de bistouri, et associé à un effet hémostatique et antalgique. L'effet hémostatique, c'est dû à l'anesthésie locale tumescente. La tumescence va comprimer les vaisseaux du nez et va permettre donc de ne pas avoir trop de saignement. La ropivacaïne, qui est un anesthésique retard, va permettre un effet antalgique qui peut durer 5 à 6 heures. Sur le plan du matériel, la lame que je préfère, c'est une Emilame de marque Dermablade, sans conflit d'intérêt. Elle est à usage unique et elle permet une exérèse tangentielle. Toutefois, cette technique de décortication du rhinophyma peut être effectuée avec bien d'autres lames, une lame de 15, et même certains utilisent des rasoirs jetables. Il y avait une publication d'un praticien indien qui le citait. Voici comment ça se passe. C'est un petit peu technique épluche-légumes, si je peux me permettre. La difficulté, bien sûr, ça va être d'apprécier la profondeur du tissu à retirer et de redéfinir ses contours disparus. L'intérêt va être aussi de pouvoir mettre en anapathe les fragments cutanés qui ont été retirés. Et vous voyez dans la diapositive du bas, l'inclinaison de la lame permet de bien aller au niveau de l'aile narinaire. C'est vrai que l'aile narinaire et notamment le bord libre sont les endroits les plus à risque de mauvaise cicatrisation. Encore une fois, il faut préserver la partie la plus profonde des glandes sébacées et des annexes pour assurer une bonne cicatrisation. Voici un exemple, donc déjà un stade 6. Voici à la fin de la décortication, c'est vrai que ça saigne. Et la dermabrasion, je reste très classique et j'aime beaucoup cette technique de dermabrasion. Effectivement, ça tourne très très vite, et notamment quand on est au niveau de l'aile narinaire, il faut être très concentré parce qu'on peut emporter une aile facilement. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour. Ça va permettre d'unifier, à la manière d'un ponçage finalement, le tissu qui a été retiré par la décortication. Voici en fin d'intervention. Alors, je n'utilise pas le bistouri électrique, sauf évidemment s'il y a une artériole qui saigne, ce qui fait que je n'ai pas d'effet thermique et tout au long de l'intervention, j'imbibe la zone traitée de sérum physiologique glacé dans des compresses d'alginate et ici de l'algostérile. Vous avez donc sur la diapositive de droite à J1, vous voyez que ça ne saigne plus. Et une cicatrisation dirigée donc, qui s'étale sur 10 à 15 jours avec un résultat à J15.
Ici, c'est un rhinophyma un petit peu plus modéré, mais la difficulté venait de cette atteinte, de cette hypertrophie des bords libres des ailes narinaires. Et voici le résultat pratiquement cicatrisé. Un cas difficile, un patient où j'avais eu un premier résultat de chirurgie et entre 2 séances, je lui avais fait un traitement par isotrétinoïne et nous avions récidivé et fait une deuxième chirurgie après le traitement par isotrétinoïne. Vous remarquerez que l'hypertrophie sébacée s'étend aussi sur les joues, c'est quand même pas commun, et la dermabrasion avait été étendue également sur les joues. Voici le résultat. C'est sûr que sur ce patient, on voit que la peau est de moins bonne qualité, on a une peau beaucoup plus fibreuse et on a l'apparition de ces pores qui sont un petit peu dilatés. Donc, en conclusion, j'espère que je vous aurai convaincu que la décortication chirurgicale du rhinophyma suivie de dermabrasion doit faire partie de l'arsenal thérapeutique à proposer aux patients. C'est une intervention hémorragique, mais l'anesthésie locale tumescente est vraiment un apport important pour pouvoir le faire. J'opère des patients sous perdégique et coumadine. C'est l'absence d'effet thermique qui va permettre d'avoir les résultats d'une cicatrisation de bonne qualité. Il y a un respect du cartilage et on n'a aucune ou peu d'achromie et un aspect de port dilaté moindre qu'avec le laser pour une grande satisfaction des patients pour lesquels c'est une renaissance. Je vous remercie. Voilà, donc Véronique vous a montré des résultats brillants des techniques classiques. Et je vais finir le topo par le CO2 dans le rhinophyma, en mode continu comme en mode ultrapulsé. Alors c'est vrai qu'elle a montré des choses remarquables sous anesthésie locale, par habitude, moi, et puis par, je sais pas, peut-être par paresse. Je préfère les faire sous anesthésie générale, d'autant que l'injection d'anesthésique locale va quand même déformer un peu les tissus et surtout aussi va être une cible parasite puisqu'on sait que la cible du laser CO2 c'est l'eau intracellulaire. Donc apporter un volume supplémentaire peut un petit peu entraver la procédure. Les soins post-opératoires ils sont exactement comparables en termes de durée, c'est 15 jours, 3 semaines aussi. Moi j'aime bien y faire des interfaces comme je vous l'ai montré sur le visage entier tout à l'heure, de la vaseline pour les régions périofficielles, on n'arrivera jamais à faire tenir un pansement. Et relayer dès que possible quand la plaie n'est plus suintante par des hydrocolloïdes minces de type duoderme ou Comfil. Curieusement, ça touche toujours les 2 tiers inférieurs de la pyramide nasale, mais enfin, c'est pas si curieux que ça, puisque finalement, ce sont les zones où il y a les glandes sébacées. On n'a pas les glandes sébacées ou en très faible nombre au niveau de la glabelle, de la racine du nez. 3 stades ont été décrits par El Alzari, de gauche à droite, un stade mineur de simple épaississement, un stade modéré avec les lobules et un stade majeur où les lobules sont proéminents et où apparaissent les fissures. Alors c'est vrai que les critères habituels d'évaluation de traitement sur le nez, avec des mesures anthropométriques, ici sont relativement peu applicables en raison des déformations souvent importantes. Il y a cette hyperplasie sébacée. Et nous avions tenté d'évaluer dans l'étude qui donc va paraître récemment bientôt, par l'intermédiaire de questionnaires de satisfaction d'évaluation, à la fois donc des patients et d'autres confrères. Pour les formes évoluées, c'est le mode continu, bien sûr, qui va être adapté. D'abord parce qu'il est rapide, qu'il a une forte puissance, qui va permettre de diminuer le nombre de passages. On peut l'utiliser en mode vaporisation préférentiellement, mais aussi parfois en mode section pour supprimer ces grosses tumeurs pédiculées. Le risque principal, c'est le risque cicatriciel qu'on voit en bas à gauche, là, où l'effet thermique a été beaucoup trop important et où on voit apparaître ces cicatrices caractéristiques un peu en résille, comme sur des gaufrettes. Voilà quelques images d'intervention en post-opératoire immédiat, avec cet aspect carbonisé qui n'est pas forcément de bon augure quand on ne connaît pas, mais c'est normal. À J8, on a souvent donc une plaie encore très suintante, très exsudative. À J15, c'est quasiment épidermisé partout. Quelques résultats. Ici, ce n'est pas parfait parce que le nez a été tellement déformé qu'il est un peu difficile de retrouver les reliefs naturels, notamment le sillon sussalaire, le sillon halogénien. Ici, un résultat plus satisfaisant déjà. Et encore là, que ce soit sur ces clichés de face ou de profil.
Je n'ai pas pu résister à vous montrer cette lettre d'un confrère assez truculent, où effectivement, tout le monde était content, le patient, le médecin traitant et tout le village. Enfin, il faut garder la tête froide parce que les complications ne sont pas exceptionnelles. L'érythème prolongé, ce n'est pas grave, il faut simplement rassurer le patient en lui disant que ça va passer. La vaporisation excessive, comme l'a dit Véronique, cet aspect de port dilaté en bas à gauche, on le voit très bien. Et par contre, ça c'est plus préjudiciable parce qu'il y a une gêne fonctionnelle. C'est la perte de l'effet de valve narinaire à l'inspiration profonde, on le voit sur la photo du milieu en bas, par traitement excessif. Le plus préjudiciable esthétiquement, quand les fluences sont trop fortes, c'est cet aspect de cicatrice très particulier, que là j'ai amoindri avec des injections de corticoïdes retard de type Kenacort à plusieurs reprises. On retrouve un petit peu l'aspect quadrillé malgré tout, mais où les cicatrices sont beaucoup moins épaisses et aussi moins érythémateuses. La chromie, c'est pas très fréquent. Ça, c'est un patient âgé, mais qui était resté très coquet et que ça embêtait, parce qu'évidemment, le maquillage est une habitude plus féminine. Et ici, ce nez, finalement, une fois traité, laisse apparaître cette bosse nasale qu'on ne voyait pas finalement en pré-op. Et donc, c'est une indication de rhinoplastie secondaire éventuelle. Ici, des formes très modérées où le CO2 continu peut être associé assez rapidement au mode pulsé. Donc en conclusion, vous avez vu d'excellents résultats montrés par Véronique avec la lame froide, la décortication, mais l'inconvénient principal, c'est ce saignement important qui est quand même assez limitant, sauf si l'infiltration avec la technique qu'elle vous a montré de tumescence le minimise. L'inconvénient du CO2, c'est donc l'investissement dans l'appareil, surtout si vous avez un mode pulsé associé au mode continu. Par contre, c'est plus confortable parce que vous avez l'hémostase. Attention aux cicatrices et aux achromies de par l'effet thermique inéluctable. Et après, quel mode choisir? Pour le rhinophyma évolué, le mode continu, c'est évident. Pour le modéré, ça peut être les deux. Et donc, là encore, ce sont des résultats qui sont très opérateurs dépendants. Et l'endpoint important, c'est tant que vous voyez crépiter sous l'effet du laser les glandes sébacées, c'est visuel et sonore, vous pouvez continuer. Et quand ces glandes sébacées ont disparu, si vous êtes déjà trop profond dans le derme, il faut s'arrêter. Donc, une question d'expérience aussi, mais un degré de satisfaction important des patients à qui on rend des grands services sur le plan social notamment, même s'ils sont parfois poussés plus par l'entourage que par eux-mêmes pour cette demande de traitement. Je vous remercie. Oui, une question, Philippe Topard. C'est vraiment très impressionnant, mais une question pour tous les deux. Est-ce qu'il y a des récidives du rhinophyma? Et si c'est le cas, dans quelle mesure vous pouvez réintervenir? Alors personnellement, j'en ai rencontré une seule en plus de 20 ans d'expérience. Et c'était une récidive tardive d'un traitement laser par une de nos collègues dans le service pour qui ça devait être aussi sa première et sa seule récidive. Donc, pour moi, c'est exceptionnel. Moi, j'ai eu une récidive sur un patient vigneron, donc je pense que voilà. Et là, la deuxième intervention, j'ai eu un petit degré d'achromie supplémentaire et un aspect de port dilaté que je n'avais pas eu à la première intervention. Puis je vous ai montré ce cas, vraiment c'était complètement déformé, où là, c'était normal de ne pas avoir tout, parce que le problème, c'est que si on enlève trop de tissu, en fait, on se retrouve avec une cicatrisation qui ne va pas être de bonne qualité, qui va être rétractile, avec une peau atrophique. Et donc, on a enlevé de la matière, mais on a un risque cicatriciel qu'on ne peut pas prendre. Donc là, j'étais obligée de faire en 2 fois. Et c'est surtout que ce patient-là, il y avait un problème, un bilan hépatique très perturbé. Donc, je ne pouvais pas préalablement au geste le mettre sous isotrétinoïne pour réduire un petit peu ce volume de glandes sébacées. Et après la première intervention, en fait, ça lui a donné du courage, ça lui a donné certainement, ça lui a redonné de l'estime de soi. Il a récupéré un bilan hépatique normal. Donc, j'ai pu lui prescrire de l'isotrétinoïne. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit que l'aspect des joues est beaucoup moins hypertrophié que dans la première intervention. Ça, c'est l'effet d'isotrétinoïne. Et donc, après, on est réintervenu pour lui donner une pyramide normale, mais avec une cicatrisation plus fibreuse. Docteur Rosenbaum. Merci. Pourquoi les patients attendent si longtemps puisque j'imagine
qu'une évolution comme celle que nous voyons prend plusieurs années quand même. Pourquoi les patients attendent-ils si longtemps pour venir vous voir et se faire traiter? Et pourquoi leur médecin généraliste, connaissant effectivement l'évolution probable de ça, ne leur recommande-t-il pas de venir se faire traiter à un stade plus précoce qui serait sans doute plus facile à intervenir, soit par laser ou soit par la chirurgie? Je pense qu'il y a une méconnaissance des possibilités thérapeutiques. Et quelquefois, on voit des confrères, et même de notre spécialité, bombardés de tétracycline, qui est le traitement de la rosacée, pour rien, en fait, pour rien. Et en fait, c'est chirurgical. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas que cette décortication suivie de cicatrisation dirigée, qu'elle soit à la lame froide ou au laser, est finalement si simple. Moi, j'ai opéré un monsieur de 80 ans qui allait marier son fils. Et donc, c'était parce qu'il y avait le mariage du fils qu'il a. Et ce qui est très beau sur le plan de l'estime de soi récupérée, c'est il m'a dit, mais vous savez, grâce à vous, je vais pouvoir regarder les gens en face. Je ne regardais que mes chaussures. Donc, la souffrance morale de ces patients est très, très importante. Merci. Une petite question. Alors, je ne sais pas si ça a été dit. Si c'est le cas, je m'en excuse. Une fois installé, même sur un stade précoce, est-ce que ça va évoluer pour son propre compte? Ou si un facteur extérieur tel que l'alcool est arrêté, on va s'arrêter à ce stade? Ou est-ce que finalement le rhinophyma évolue pour son propre compte en s'aggravant progressivement au fil de l'eau de façon inéluctable? Une fois traité, le rhinophyma doit être suivi quand même parce que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent le stade ultime d'une rosacée. Donc il y a souvent besoin de reprendre des traitements médicaux avec des crèmes de métronidazole ou avec de l'ivermectine ou des cyclines Peros. Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas leur dire, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Il faut les revoir pour éviter que les poussées de rosacée continuent à favoriser l'hypertrophie des glandes sébacées. Ouais. Après, pour répondre à la question de M. Rosenbaum sur pourquoi les gens ne viennent pas plus tôt, ça c'est vraiment des questions qu'on se pose souvent. Je pense que là, la immense majorité masculine fait que peut-être ils viennent trop tard par rapport aux femmes qui sont peu concernées par cette pathologie-là. Et c'est pareil dans un tout autre domaine qu'est la carcinologie cutanée, où des fois, on se dit comment des gens très différenciés, parfois, c'est pas seulement des gens quand même qui sont limites intellectuellement, mettent autant de temps pour venir montrer leur tumeur. C'est sûr que moi, je me rappelle d'un ancien administrateur des colonies françaises, donc un haut fonctionnaire, qui s'était laissé détruire le visage par un basocellulaire depuis des années. Donc c'est vrai que on devrait en parler plus souvent avec les psychiatres, parce que nous, on est un peu désarmés dans ce cas-là pour effectivement savoir quoi faire face à ces patients-là. Ouais. Mais pour répondre à la question du Dr Rosenbaum, est-ce que le problème, ce n'est pas un problème diagnostique, simplement? C'est-à-dire que, est-ce que, quand on est médecin généraliste ou même dermatologue, on est capable de diagnostiquer un rhinophyma au stade précoce? C'est-à-dire, je parle du point numéro 1 là, que vous avez montré sur l'échelle. Je crois que c'est ça. Au stade précoce, c'est vrai que c'est très difficile. Et là, paradoxalement, c'est peut-être là que la demande du patient est plus importante qu'au stade évolué. On a des plus jeunes patients qui commencent à s'inquiéter un petit peu de voir cet épaississement cutané de leur pointe. Et les femmes, parce qu'il m'est arrivé de traiter 2 femmes, consultent beaucoup plus tôt. Elles sont beaucoup plus rapidement perturbées par cette hypertrophie de la pointe nasale. Je vous fais un petit commentaire. Vous avez cité les pansements aux alginates que vous appréciez beaucoup. Ça me fait très plaisir parce que l'Académie est partenaire de Laboratoire Brottier qui a industrialisé un type de pansement mis au point en 1948 par Jean Gosset. Toute l'histoire de la chirurgie est très, très intéressante. Nous vous remercions beaucoup.